Si je vous dis qu'en 1993, la WWE a lancé le tout premier Monday Night Raw de tous les temps, et que ça deviendrait une institution chaque semaine pendant plus de 30 ans, vous me croyez ? Palpez cette réalité, camarades. Le show rouge du lundi a lui aussi eu son dépucelage à une époque, et c'était historique. C'était une prise de risque, un grand bazar, et il fallait être fou pour imaginer que ça deviendrait l'émission épisodique hebdomadaire la plus longue de l'histoire de la télévision. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Cash pour vivre ou revivre ensemble ce moment très marquant de la WWE. Vous découvrirez entre autres comment ce projet est né, ce qui rendait ce show complètement surréaliste mais aussi son programme assez choquant des décennies plus tard, et même comment le macho-man a mis un vent à un type pour les premières secondes de l'émission. Aujourd'hui, on retourne en 1993 pour la naissance d'un phénomène. Voyageons dans le temps, mes amis, à une époque où Monday Night Raw n'existait pas. Alors oui, je sais que ça paraît bizarre, parce que on est tellement habitué à ce que ce soit le rituel du lundi soir. Bon, évidemment, il y a eu des périodes où on regardait plus qu'à d'autres périodes. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, avec en plus l'arrivée sur Netflix en janvier 2025, et on va dire l'existence depuis toutes ces années de ce show, c'est devenu normal. C'est devenu l'habitude. Mais est-ce que vous réalisez qu'il y a bien eu une époque où ça n'existait pas, et où ça a dû être créé ? Imaginez ça, parce que oui, c'est bien réel. Remontons à une époque, les origines de Monday Night Raw, une période où pour le catch, rendez-vous compte, il n'y avait rien de similaire, il n'y avait pas du tout ça. Ce qu'on avait, c'était des matchs enregistrés déjà, qui n'étaient pas en direct du tout, des compilations. Tout ça était un peu, on va dire, dans une sorte de tambouille diffusée dans le show Primetime Wrestling pour la WWE. Vous aviez par exemple le manager Bobby Heenan, qui était, vous savez, un peu un ancêtre de Paul Heyman, lui, mais brillant, très très bon au micro, lui. Et avec son tandem Gorilla Monsoon, qui était un peu les Jerry Lawler et Jim Ross d'avant, le duo de commentateurs. Alors, on faisait avancer des storylines, on nous remontrait des matchs, c'était des rediffs, mais clairement, ça paraissait un peu daté au début des années 90, surtout que vous devez savoir qu'on a une période où, en plus, le sport, alors, ça paraît dingue des années plus tard, mais le sport évoluait au début des années 90 dans sa diffusion. Vous aviez bien sûr les sports les plus connus en Amérique, football américain, basket, tout ça, c'était diffusé en direct, c'est ça que les gens voulaient regarder. Et le catch donc avec ce primetime wrestling, tout ça, ça paraissait mais complètement à l'ouest. Plus en gros on allait vers ce qu'on connaît davantage de nos jours dans la diffusion, et encore même ça a évolué en vrai. Mais bon, imaginez un peu ce contexte-là. Alors vous aviez aussi des révélations qui nous ont été faites par l'officiel Bruce Pritchard, qui était en coulisses toutes ces années, qui expliquait en gros qu'il y avait un besoin de changement, quoi. Que Primetime Wrestling, ça connectait pas, qu'il fallait faire les choses autrement. Et alors ils ont réfléchi, ils se sont dit non, ce show qui est en gros une compilation, ça peut pas continuer, il y a aucune consistance, et ça mène à rien. Et puis, ce qui est assez bizarre, c'est qu'à l'origine, ils cherchaient aussi des moyens d'économiser de l'argent. Alors, Raw, en fin de compte, surtout le premier, ne leur en économisera pas, mais il y avait en gros des motivations financières aussi derrière tout ça. Enfin bref, ils ont commencé à imaginer une autre présentation, et c'est comme ça qu'on va arriver en janvier 1993. Mais attendons 2 petites minutes, on y arrive. Sachez que l'idée à la base pour Raw, écoutez-moi ça, c'est que on construise, alors soit un plus petit studio que ce qu'ils faisaient avant pour Primetime Wrestling par exemple, et en gros il y avait cette idée d'avoir une petite foule pour en gros créer une atmosphère assez chaude, avec donc un endroit assez petit, avec des fans bouillants, mais quand même une atmosphère un peu intimiste. Et aussi évidemment, l'idée de base la plus importante, c'est que le show serait en live, ce qui était du jamais vu pour la WWE, à part pour ses pay-per-view, qui eux existaient déjà, vous vous en doutez bien. Même ça d'ailleurs, petite digression très courte, ne vous inquiétez pas, même ça d'ailleurs, sachez que ça s'est établi au fil du temps, mais le tout premier WrestleMania par exemple, c'était même pas en pay-per-view, c'était diffusé dans des salles de cinéma ou des salles partout en Amérique, où les gens achetaient un ticket et assistaient à une diffusion dans une salle. Je trouve ça dingue des années plus tard, enfin bref, c'est pour vous faire réaliser les gars à quel point on part de loin, et même les choses qu'on croit les plus normales ont bien eu un commencement un peu chaotique. En tout cas, sachez que le premier Raw allait être diffusé au du Manhattan Center, le Grand Ballroom.
donc une salle effectivement assez petite, assez intimiste, même si dans la manière de filmer, ils allaient se débrouiller pour que ça paraisse plus grand que ça l'est vraiment. Et alors sachez que, en fin de compte, ça n'a pas vraiment économisé le moindre argent, hein. Et surtout ce qui est assez étonnant, c'est que, alors qu'au début il y avait cette idée de faire des shows en live chaque semaine, la WWE va plutôt choisir autre chose. Ils vont faire en fait, ce que j'adore personnellement, hein, j'adore cette façon de faire les choses, d'une pierre deux coups. En gros, j'ai envie de vous dire, une pierre, deux oiseaux. Boum, d'un coup. En gros, l'idée qu'ils allaient enregistrer plusieurs shows en une seule session. Donc il y aurait le tout premier, on va dire, des shows qui le soir même seraient effectivement en live. Mais sachez qu'ils allaient enregistrer le même soir les Raw suivants aussi. Alors rendez-vous compte, enfin ça se mettra en place en tout cas dans les premiers mois de Monday Night Raw, mais à quel point c'est étonnant hein, quand on sait que, après c'est la norme en gros que ce soit en direct chaque semaine, mais ça n'a pas toujours été. Hein. Parfois ils se disaient allez on va rentabiliser à fond cette salle et tous ces coûts et on va en faire plusieurs d'un coup là. Alors imaginez, mettez-vous d'ailleurs à la place des fans sur place qui devaient subir plusieurs Raw d'affilée, enfin même si ils étaient plus courts à l'époque, c'est sûr. En tout cas, Raw sera toujours sur le USA Network et prendra tout simplement la place de Primetime Wrestling. Et c'est donc le 11 janvier 1993 que naissait un phénomène. Et à ce moment-là, je vous dis, alors qu'on était dans un petit théâtre de New York, l'histoire s'écrivait. Vous vous rendez compte qu'après Monday Night Raw serait diffusé chaque semaine pendant des années et des années. En 2023, on célébrait le 30e anniversaire. Alors là, vous pourriez me demander, et est-ce que ça a été un succès, Johnny ? Je vous répondrai, franchement, oui, plutôt, en tout cas pour l'époque. Évidemment, on était très loin des audiences que ça fera pendant l'Attitude Era quelques années plus tard, où on avoisinera régulièrement les 10 millions de téléspectateurs. Mais pour un show qui débute complètement, il y avait de la curiosité chez les gens, et c'est pour ça qu'il y a eu un peu plus de 2 millions de téléspectateurs. Ce qui est en soi bien, surtout pour une émission qui est totalement nouvelle. En tout cas, sachez que Vince McMahon, en amont, avait teasé ce show, avait dit attention, c'est nouveau, c'est en live, c'est Monday Night, wow! Et ça donnait envie, en tout cas. Alors une fois qu'on est au show, enfin qu'on le regarde, qu'est-ce que ça vaut? C'est ça la grande question. Et franchement, je vous le dis, c'est complètement improbable quand tu prends du recul sur pas mal de choses. Déjà, sachez que l'intro, la toute première de l'histoire de Raw, alors il y a un petit son que je trouve très rétro, personnellement, j'adore. De toute façon, tout ce qui est rétro, surtout que là, on est pas si loin des années 80, il y a encore un peu le même style de musique. Vous aviez du saxophone en l'occurrence, puis après vous enchaîniez sur des sirènes partout. Enfin, je me dis, quel chaos, quel bordel, enfin, quelle identité n'empêche. Rien que ça, je trouvais ça génial. Puis vous aviez pas encore les cordes toutes rouges, non, vous aviez les cordes bleu, blanc, rouge. En gros, ça viendra plus tard, tout rouge, ou en tout cas les évolutions que ça a pu connaître. C'était en gros une identité qui était évidemment encore l'ancienne WWE, la WWE, qui était encore dans son côté très cartoonesque, son côté très family-friendly, enfantin un peu. C'était en cours d'évolution, on va dire. Vous aviez un Vince McMahon en commentateur, parce que sachez qu'à l'époque, même si beaucoup de gens le savaient, officiellement, enfin en tout cas pour les fans qui croyaient à fond au kayfabe, ce qui était évidemment le cas pour les enfants par exemple, Vince McMahon n'était pas le grand patron de la WWE, c'était le commentateur, et c'est comme ça qu'il se présentait. Et sachez que ce jour-là, il avait un nœud papillon rouge, un Vince McMahon qui s'est mis sur son 31 pour le premier Raw de l'histoire. Et devinez quelle était l'équipe de commentateurs pour le tout premier Raw. C'est, alors, pas de Jerry Lawler, pas de Jim Ross, non, Vince McMahon, Randy Savage, le Macho Man, et un certain Rob Bartlett, qui était un animateur radio avant. Donc rendez-vous compte à quel point il y a eu des évolutions. Et surtout, ce que je trouve complètement drôle, écoutez-moi ça, c'est que le tout premier catcheur à arriver à Monday Night Raw pour un match, devinez qui c'est. C'était l'homme au perroquet, c'était Koko B. Ware, qui était, vous savez, un petit personnage que je trouve très, très drôle, très énergique, qui était avec des tenues très colorées, et surtout ce qui est drôle, c'est qu'il allait se faire massacrer par celui qui était à ce moment-là en plein push, qui était l'élu, qui allait d'ailleurs bientôt devenir champion WWE, qui allait même gagner le Royal Rumble. Je parle bien sûr de Yokozuna, le bœuf, le sumo, un membre de la famille des Anoa'i d'ailleurs, ancêtre de Roman Reigns, et membre donc de la même famille que The Rock, Rikishi, les Usos, c'est pas rien.
Et enfin bref, il était accompagné de Mr. Fuji aussi, donc rendez-vous compte, le tout premier match de l'histoire de Raw, c'était d'ailleurs un squash, où Yokozuna a tatané l'homme au perroquet Koko B. Ware. Sinon, alors là, puisqu'on parle un peu des matchs et de la carte, alors vous allez vite comprendre qu'en fait c'était très court, et franchement entre nous, je trouve que c'est bien plus digeste quand on le revoit. Bon, c'est sûr que le show n'est pas du tout parfait, c'est sûr que c'est surtout pour son côté premier Raw et son côté un peu rétro qui vaut le détour des années plus tard, mais en soi, c'est sûr que ça faisait pas saliver, on se léchait pas les babines devant cette carte. Vous aviez les Steiner Brothers, Rick et Scott, un Scott qui n'était pas encore du tout le type avec les cheveux un peu peroxydés, avec un look un peu de chevalier, avec plein de muscles. Non, c'était l'ancien Scott Steiner, et d'ailleurs, famille de Bron Breakker, rendez-vous compte, qui affrontait les Executioners, un match tag team, aussi un squash, pour mettre en avant les Steiner Brothers, 3 minutes. Donc rendez-vous compte, ça fait 2 matchs, on est déjà à la moitié. et après, bon, le match le plus consistant de la soirée, c'est Shawn Michaels. Et oui, il était déjà là, HBK, le Heartbreak Kid, la légende. Il défendait son titre intercontinental en 10 minutes 30 contre un certain Max Moon. Donc c'était le match le plus consistant de la soirée. Et rendez-vous compte, vous réalisez, n'empêche, que Shawn Michaels était dans le premier Monday Night Raw, lui, qu'on verra jusqu'en 2010, de façon régulière, sauf une interruption de 4 ans environ. Lui qui sera, peut-être d'ailleurs, oui, on peut considérer que lui et l'Undertaker, qui étaient dans le main event du show, sont les 2 catcheurs qui ont passé le plus de temps à Monday Night Raw, enfin, ne serait-ce que par leur ancienneté, clairement. Donc ça, c'est très impressionnant, je trouve, et justement, en main event du show, donc, on avait l'Undertaker qui, à ce moment-là, était déjà un taulier. Il était là depuis l'automne 1990, donc un main eventer bien établi, qui battait Damien Demento dans le main event en 2 minutes 26. Donc voilà, en gros, le in-ring qu'il y a eu. Mais c'est pour ça aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que le premier Raw était beaucoup plus court que ce qu'il y aura après. C'était pas encore le format de 2 heures et encore moins de 3 heures. Alors soyez rassurés, évidemment, il n'y a pas eu que des matchs. Vous aviez par exemple, dans tout ce qui s'est passé hors ring, vous aviez Doink the Clown, personnage qui me fait toujours rire personnellement, c'est un clown maléfique qui faisait des blagues vraiment salaces. Et il était donc dans la foule pendant le match des Steiner, là, et les commentateurs faisaient référence à lui. On le voyait aussi en train de rire en ringside pendant le match de Shawn Michaels. Alors, il faisait pas des interventions pour autant, c'est juste que c'était un personnage qui végétait un peu autour du ring pendant le show, ce qui était un peu sa gimmick, c'était un peu d'embêter les gens et de se balader, et je trouve ça très drôle avec le recul, vraiment, Doink the Clown me tue. Et bref, à la toute fin, le tout dernier segment, la toute dernière image du premier Raw de l'histoire, c'est Vince McMahon qui interviewe le clown, mais ça va être interrompu parce que il y a Crush, qui était son rival qu'il allait affronter à WrestleMania quelques mois plus tard, qui venait lui courir après, et ça se terminait comme ça, rendez-vous compte, la toute dernière image du premier Raw de tous les temps, c'est un clown qui est poursuivi par un catcheur partout dans l'arène. Enfin, personnellement, je trouve que c'est complètement surréaliste, vraiment ça me tue. Bref, il y avait aussi un segment où on voyait Kamala, vous savez, le monstre, rien à voir avec la politique, je vous rassure. Kamala qui était à l'époque un monstre, mais vous savez, c'était ce buff avec des peintures un peu tribales, qui était un monster heel comme on en avait pas mal à l'époque, qui devenait babyface dans ce show. Vous aviez donc Mr. Fuji qui accompagnait Yokozuna, bien sûr, qui était en ringside pendant le match. Vous aviez aussi une interview de celui qui était, en réalité, un des catcheurs les plus importants, puisqu'il allait affronter le champion Bret Hart au Royal Rumble. C'était Razor Ramon. Razor Ramon, vous savez, qui deviendra plus connu sous le nom de Scott Hall, son vrai nom, notamment à la WCW quelques années plus tard pour former le New World Order. À l'époque, il était le Scarface de la WWE, c'était le latino qui avait, vous savez, ce look, cette dégaine un peu à la Tony Montana, que je trouvais génial personnellement. Vraiment, beau clin d'œil, bel hommage à ce chef-d'œuvre qu'est Scarface. Et il était interviewé par Vince McMahon, donc, parce qu'il se préparait à affronter Bret Hart. Donc c'était ça un peu, l'affiche qu'on nous vendait, qu'on nous teasait dans le premier Raw, c'était Bret Hart contre Razor Ramon au Royal Rumble. Sinon, évidemment, le truc peut-être le plus marquant de ce show, c'est que vous aviez Bobby Heenan, justement, l'ancien commentateur et manager célèbre, qui, par tous les moyens, voulait
entrer dans l'arène. Et il en était banni. Et ça, je trouve ça génial, je trouve ça hyper créatif personnellement. Vous aviez Bobby Heenan, donc en déguisement différent, notamment en tant que femme à un moment, qui essayait à tout prix de passer la sécurité en disant oui, j'ai un ticket, je suis censé être à l'intérieur, patati patata. Bon, ça marchait pas parce qu'on se rendait à chaque fois compte qu'en fait c'était Bobby Heenan, ce qui était très drôle. Et ça, ce sera un peu le running gag du premier Raw, c'est que Bobby Heenan tentera par tous les moyens d'entrer dans l'arène, mais ne réussira pas. Il finira par réussir quand même, mais le show était terminé. Et ça, je me dis, encore une fois, c'est complètement absurde et c'est drôle, personnellement. Je trouve ça vraiment drôle. En tout cas, sachez que voilà donc le contenu de ce premier Raw. Franchement, vous trouvez pas ça dingue, sérieusement? Le mélange entre des matchs vraiment 3 fois rien, plus des situations absurdes. Je me dis, quel show, quel bazar, enfin, quel contenu surréaliste, n'empêche. Enfin, moi j'adore, personnellement, c'est bien. Et sachez d'ailleurs que, à la base, quand ça a été lancé, Monday Night Raw, alors, sur ça, ils ont un petit peu mitonné, en gros, ils ont vendu ça comme étant uncut, uncensored et uncooked. Ça, le uncooked d'ailleurs me tue, c'est-à-dire pas cuisiné. Et c'était ça, en gros, le slogan marketing pour donner envie aux gens de regarder, c'est que, en gros, c'était en direct, c'était non censuré, c'était non coupé, donc tout pouvait arriver, et c'est vrai que ça a collé aussi avec un peu le nom, wow, ce qui veut dire brut. Et c'est vrai que, franchement, je trouve que c'était une bonne idée. Vince McMahon avait compris que les sports qui cartonnaient à la télévision à l'époque, ce qui était génial, et puis même au-delà du sport, les émissions qui marchaient le plus, c'était la magie du direct, que les gens adoraient ça, qu'en direct, tout peut se passer. Et c'est vrai que c'est ça aussi le charme du direct. Alors, ils nous ont vendu ça comme étant, oui, c'est sans censure, vous pouvez, en gros, voir tout et n'importe quoi, c'est la folie. Bon, en réalité, non, puisque le premier était certes live, mais par la suite, ils en enregistreront. Donc, d'ailleurs, sachez que, par exemple, le 3e épisode de Raw, vous aviez justement Bobby Heenan qui avait été bipé parce que, en gros, il avait été vulgaire. Et sachez que ça, évidemment, c'était un peu se prendre les gens pour des galinettes et des perdreaux en ayant vendu tout ça comme le côté très imprévisible et taré, alors que, pas plus tard qu'au 3e épisode, il y avait déjà de la censure. Mais bon, c'est aussi le charme et les astuces du marketing par Vince McMahon, évidemment. Et pour votre information, cette habitude d'enregistrer un prochain Raw le même soir que celui qui était en live, c'est une habitude qu'ils garderont pendant plusieurs années, notamment jusqu'en 1999, où à ce moment-là, vu que SmackDown faisait ses débuts, qui était l'autre show hebdomadaire important, le show bleu, à ce moment-là, c'est seulement là que Raw serait en live chaque semaine. Et entre-temps, quand même, reconnaissons-le, là franchement je dis qu'il faut avoir la valeur et qu'il faut se rendre compte à quel point c'est une prouesse. Qui aurait pu croire, franchement, en entendant le contenu de ce premier Raw et en voyant la gueule générale, l'aspect global, qui aurait pu croire que ça deviendrait le show télévisé hebdomadaire épisodique le plus long de tous les temps? C'est dingue, non? Enfin, personnellement, je trouve ça dingue. Je me dis, c'est fou, c'est un exploit. On le reconnaît pas assez. Et c'est vrai qu'évidemment, là, bon, malheureusement, il y a tous ces aspects controversés autour de Vince McMahon, mais pour moi, ça, à mes yeux, c'est une de ses plus grosses victoires, d'avoir réussi à faire de Monday Night Raw une institution plus que toutes les autres émissions pendant autant d'années, chaque semaine. C'est une prouesse quand on sait à quel point la télévision, tout comme le monde des médias, c'est quelque chose de très instable, c'est volatile. Il y a des émissions qui viennent, qui repartent, parfois on investit pour un programme télé et ça cartonne pas et on perd des millions d'euros ou de dollars et c'est abandonné en 1 mois ou 2, ou parfois ça dure juste quelques années, parfois il y a des soucis quels qu'ils soient, il suffit de penser par exemple en France à Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, tous les problèmes qu'ils ont pu avoir. Tu te dis, pour qu'une émission puisse durer plus de 30 ans, c'est un exploit colossal, et je me dis, en plus, le fait de l'avoir fait chaque semaine, en toutes circonstances, d'une manière ou d'une autre, bon, évidemment, parfois en direct, parfois pas en direct, parfois c'est déjà arrivé que ce soit, alors oui, en gros adapté à certaines circonstances, on va dire, mais il y a eu Raw chaque semaine, et ça je me dis encore une fois, quel exploit, et bravo
pour cette régularité et c'est ce rituel que c'est devenu. Et je me dis, pour toutes ces raisons, mes amis, il n'y a pas d'hésitation. Non, il n'y a pas de doute, c'est dans la légende, point barre. Alors oui, c'est vrai que on peut quand même se dire que, oui, ça a pris des formes différentes. On peut considérer qu'à partir de l'arrivée sur Netflix en janvier 2025, c'est quand même toute une nouvelle ère qui a démarré, ne serait-ce que dans le mode de diffusion, parce que ça devenait plus diffusé sur une chaîne américaine pour les Américains, mais au contraire à l'international, mais en streaming, c'est-à-dire que vous avez l'émission en direct, mais après vous avez tous les jours suivants, quand vous voulez, pour le regarder, ce qui est pas pareil. C'est beaucoup plus compliqué, surtout que là, en l'occurrence, il n'y a pas de replay, il n'y a pas de tout ça, hein, on parle vraiment d'une autre époque. Hein. Vous vous rendez compte quand même à quel point c'est beaucoup plus valorisant et compliqué de faire une émission télévisée à l'époque où, là, à part si tu mettais une cassette pour enregistrer, à la limite, t'avais quand même moyen de voir ou revoir derrière les shows, mais qu'il fallait à tout prix attirer les gens en direct, ici, maintenant, devant cette chaîne de télévision, sinon terminé, basta terminé, et on arrête le show. Hein. Donc je me dis, pour tout ça, c'est dans la légende, et je vous pose la question, est-ce que vous réalisez vous aussi que Monday Night Raw a bel et bien eu un premier épisode, que c'est devenu ce que c'est devenu, que c'est entre-temps une institution, que c'est culte, que ça a duré chaque semaine sans interruption pendant toutes ces années. C'est dingue, est-ce que vous le réalisez? Et je vous pose la question, est-ce que vous considérez aussi que c'est légendaire? Je pense que oui, mais en tout cas, je vous écoute pour éventuellement les réticences que vous pourriez avoir, si vous en avez, ou sinon peut-être aussi vos souvenirs les plus marquants de Monday Night Raw. C'est clair que vous vous rendez compte quand même que, à part évidemment il y a les pay-per-view, mais que bon nombre de segments, de matchs, de contenus de catch qui nous ont tous marqués en tant que fans viennent de Monday Night Raw, hein, beaucoup, énormément. Et j'en profite pour vous dire que, évidemment, vous pouvez proposer aussi d'autres choses, d'autres matchs, d'autres rivalités, d'autres segments, ce que vous voulez, ce qui vous ont marqué à vous aussi, que vous considérez légendaire. Je lirai ça avec grand intérêt, et je vous dirai si à mes yeux, c'est dans la légende ou pas. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur des personnages controversés comme Hulk Hogan, le documentaire devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre tous les secrets bien gardés de la WWE. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Well, let me tell you something, brother!